Les produits de la ruche, un trésor de santé. Vous allez essayer tous les deux de faire le tour de la question. Mais tout d'abord, moi je voudrais une première précision pour nos téléspectateurs parce que l'idée c'est vraiment bien de parler des produits de la ruche au pluriel parce que souvent les gens pensent surtout au miel. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revoir un reportage réalisé par Mosaïque en 2010. C'était pour l'émission scientifique CQFD consacrée justement aux produits de la ruche. Regardez. Les abeilles sont de très bonnes ouvrières et la reine est à une place à faire pâlir d'envie la plupart des directeurs d'usines. Elle dirige jusqu'à 70 000 ouvrières non syndiquées et ultra polyvalentes, car ce ne sont pas moins de 6 produits différents que l'apiculteur peut récolter dans l'exploitation de ses ruches. Jean-Marc Claus, apiculteur à Vitrin, nous a ouvert les portes de ses ruches pour nous présenter ses différents produits. Le premier à apparaître est la cire. La cire, c'est les abeilles qui la sécrètent. C'est un des produits qui vient de l'intérieur du corps de l'abeille. Là, le cadre, c'est un cadre qui est en train d'être construit par les abeilles et on voit les cirières ici qui s'agglutinent. Et là, lorsqu'elles fabriquent la cire, tout simplement, ce sont des glandes qui ont une fonction de sécrétion de cire. C'est ce qu'on appelle les glandes cirières. Alors ici, un cadre identique, mais construit beaucoup plus que le précédent, avec quelques particularités à noter. Une petite partie de surface de miel qui est operculée, c'est-à-dire un miel que les abeilles ont amené à maturité et qui ne contient en moyenne que 18% d'eau. Elle le recouvre d'une fine pellicule de cire. On a vu tout à l'heure la construction des cadres de cire, mais pour recouvrir le miel et pour le garder, elle met également une pellicule de cire dessus. Et vous avez une grande partie ici de miel frais, de nectar frais, qui n'est pas encore à maturité ou elles n'ont pas fait suffisamment la ventilation pour le ramener à 18% et qui n'est pas encore fermé parce qu'elles vont le faire progressivement. Et vous avez quelques taches tout à fait particulières. En l'occurrence, elles sont brunes, sombres et voire même bleutées parce que ceci, c'est un pollen de Phacelia tannicitifolia. Alors pour récupérer le pollen, il faut utiliser ce qu'on appelle une trappe à pollen, c'est-à-dire qu'on va forcer les abeilles à passer à travers une grille qui est une grille d'un diamètre relativement petit, de telle manière à ce que lorsqu'elle a les pattes chargées de pollen, en passant par ce petit orifice, elle est obligée de décharger automatiquement une partie de ce qu'elle a sur les pattes. Le troisième produit que l'apiculteur récolte est la propolis, résine récoltée par les abeilles pour calfeutrer leurs ruches. Vous voyez, sur le nourrisseur, toutes ces parties-là, notamment celles qui s'étirent là, qui tombent, ça c'est de la propolis. Voici une autre méthode de récupérer de la propolis. On utilise ce qu'on appelle une grille à propolis. On pose cette grille sur la ruche de telle manière à ce que les abeilles mettent la propolis sur les interstices, les intervalles qu'il y a là. Ensuite, on enlève la grille, on la prend, on la met au congélateur parce qu'une fois qu'elle est froide, la propolis elle est cassante. Alors que là, comme aujourd'hui où nous avons la chance d'avoir le soleil, nous avons la propolis. Vous voyez, ce que j'ai là sur les doigts qui n'y était pas tout à l'heure, c'est la propolis. Très collant quand il fait chaud, mais c'est très cassant quand il fait froid. Le produit le plus rare est la gelée royale, riche en vitamines mais très acide. Elle possède un pH de 4. La gelée royale, c'est uniquement par saison. À l'état naturel, lorsque les abeilles essaiment, c'est disons au mois de mai, en règle générale au mois de mai, parfois au mois de juin, exceptionnellement au mois de juillet. Et une colonie produit en règle générale 25 à 30 cellules. C'est le produit de la ruche qu'on ne trouve pas stocké à l'intérieur d'une colonie. Et pour un autre produit qui va être beaucoup plus délicat, qu'on ne pourra pas montrer directement, c'est ce qui se trouve là à l'intérieur du dard de l'abeille, qui est le deuxième produit intérieur au niveau de l'abeille, qui est le venin d'abeille. Le venin d'abeille qui se trouve dans ce bout d'abdomen.
c'est également quelque chose de très délicat à récolter parce qu'il faut un dispositif spécial où on force les abeilles à piquer dans une planche spéciale. C'est un système électrique qui force les abeilles à piquer dans une planchette pour récupérer le venin. Et là, bon, vous pouvez à 200 mètres aux alentours, vous êtes obligé de vous enlever parce qu'elles sont hyper agressives. Et pour les gourmets, sachez aussi que la larve d'abeille est un mets très apprécié dans certains pays. Que diriez-vous de larve d'abeille à la crème de noix de coco, par exemple? Alors nous, on ne va pas parler de ce qui se mange, mais bien de ce qui peut être utilisé pour soigner. Ça va être compliqué et impossible d'être exhaustif, mais j'aimerais bien tous les deux que vous me citiez un petit peu quelques exemples. Pour soigner, on peut utiliser quoi et dans quel cas? Peut-être expliquer simplement ce que c'est que l'apithérapie, tout bêtement. Ça dépend des régions. En Europe, c'est tous les produits de la ruche comme vous venez de citer. Si vous prenez l'Asie, c'est essentiellement la propolis dont on parlera. Et si vous prenez les États-Unis et les pays américains, c'est généralement le venin. Donc, trois visions différentes de l'apithérapie. Et chez nous, en Europe, l'unicité, c'est-à-dire qu'on utilise tous les produits, mais avec des nuances. Par exemple, la propolis qu'on vient de voir à l'instant, on ne la récolte plus comme dans le passé. On la récolte actuellement parce qu'il y a un cahier de charge, et on en parlera également, de la qualité de ces produits pour faire justement des produits médicinaux. Il faut, par exemple, la récolter sur des grilles. Et donc, de façon très particulière, on ne gratte plus comme dans le passé. C'est un reportage qui date d'il y a maintenant 8 ans. Eh bien, ça a changé. On a des obligations de qualité. Et notre pharmacien préféré, lui aussi, il sait qu'il a besoin de produits de qualité. Et les normes qu'il doit obtenir pour faire un traitement sont extrêmement sévères et correspondent à des nouvelles qualités qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Mais alors, par exemple, on utilise quoi pour soigner quoi? Alors, mon produit fétiche actuellement, c'est le pollen frais congelé, notamment. Donc certains laboratoires, parce que c'est très compliqué déjà d'avoir du pollen frais congelé, on en manque même en France, etc. Mais je fais confiance à certains laboratoires parce que justement ils respectent un cahier des charges. Et pour moi, c'est tellement riche en prébiotiques, en probiotiques notamment, donc naturels, que moi je l'utilise beaucoup donc dans les troubles digestifs à la pharmacie. Je le conseille parce que la plupart des autres produits que j'ai, ce sont évidemment des produits de synthèse. Et là, je les trouve à l'état naturel. Donc, le pollen frais congelé, pour moi, les gens, je le vois quand ils reviennent 15 jours après, au niveau du digestif, ils sentent tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment parlant. Il y a un retour. Donc, mais attention, pas du tout. Pollen sec a beaucoup moins de vertus. Les gens ont l'habitude pollen sec. Pour moi, il y a un monde entre le pollen sec et le pollen frais congelé. Produit, tout à fait. Et la qualité de ce produit est justement très importante puisque nous avons des problèmes de pollen et de pollution. Pollution, donc l'obligation qu'on a, c'est d'avoir des pollens non pollués. Ce qui élimine pratiquement tous les pollens des grandes villes, etc. Et en fait, actuellement, on cherche des pollens dans des régions isolées, soit de l'Espagne, soit des hauts plateaux andins, etc. De telle façon qu'on a la qualité. Le deuxième problème qui se pose, c'est la conservation de la flore qui est sur ces pollens, parce qu'en pollen en lui-même, quand on le stérilise, ça ne marche pas. Et c'est en fait la réalité de la flore de l'intestin et du jabot de l'abeille qui joue un rôle très important dans les maladies chez nous, qui sont les maladies qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et dans lesquelles elle reconstitue la flore pathogène, elle la réduit et elle la supprime. Et à ce moment-là, vous avez une amélioration clinique, et je partage tout à fait son avis. On a des tas d'expériences qui ont été faites actuellement et qui confirment l'importance de ce traitement, d'ailleurs repris par d'autres laboratoires, y compris par des chercheurs sérieux, entre guillemets, comme l'Institut Pasteur et d'autres, qui confirment le bien fondé de cette analyse. Est-ce que de manière générale, il y a des contre-indications? Est-ce que n'importe qui peut utiliser des produits de la ruche? Alors, je vais répondre aussi, il y a deux réponses. Il y a la fameuse allergie au pollen. Alors il y a deux pollens. Il y a les pollens anémophiles, qui sont les pollens qui sont allergisants. C'est ceux classiques qu'on trouve dans les vents, etc. Et les pollens qui, lui, est récolté par l'abeille, le pollen antémophile, qui n'a rien à voir, qui, lui, est peu allergisant ou pas allergisant. Alors, je vais vous citer un petit exemple, parce que ça permettra de compléter. Quand vous avez un asthme ou quand vous avez des réactions allergiques, eh bien, le miel de l'apiculteur le plus proche contiendra un tout petit peu de ces produits allergisants, donc des pollens anémophiles. Et une des techniques actuellement vérifiées, c'est de faire manger du miel
pendant la période hivernale à ces gens qui ont ces allergies et leur faire manger ce miel du paysan le plus proche. Et ensuite, en quelques années, on a une désensibilisation quasi complète. Et ça, c'est quelque chose qui a été vérifié et publié aussi bien en Finlande qu'en France, que dans d'autres pays. Voilà un exemple très simple de traitement efficace et qui élimine, sans qu'on sache quel est le pollen responsable, l'essentiel, c'est de prendre le pollen de l'apiculteur le plus proche. Et sinon, en termes de contre-indication? Alors la contre-indication majeure, donc c'est au niveau de la gelée royale, des personnes qui auraient fait un cancer hormonodépendant, donc que ce soit du sein, au niveau utérus, etc., c'est formellement interdit. Par mesure de précaution, on n'a pas vraiment de réelles preuves, mais en tout cas, on sait que la gelée royale est hormone-like, c'est-à-dire qu'elle risque de développer la production d'hormones. Et donc, chez une femme qui a eu effectivement un cancer hormonodépendant, on essaye évidemment de ne plus avoir de production hormonale. Ce qui est paradoxal quelque part, parce qu'à côté de ça, beaucoup disent que les produits de la ruche sont bénéfiques aux patients qui sont atteints d'un cancer. Tout à fait. Alors, je vais même compléter notre collègue, parce que ce qu'il a dit est parfaitement exact. Il y a une nuance. En fait, il faut être un peu plus nuancé. Il y a des cancers, par exemple, de la prostate, qui sont également hormonodépendants, mais qui sont sensibles aux hormones féminines. Et là, comme par hasard, vous pourrez dire, la gelée royale est efficace. Mais il y a un autre inconvénient. La gelée royale booste, si vous voulez, pousse toutes les cellules à se multiplier, toutes, y compris les cellules cancéreuses. Donc ça pose un problème de croissance de cette tumeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur la réponse à donner. Mais pour compléter votre question, je dirais que la propolis, dont on parlait tout à l'heure, quand elle est bien récoltée dans de bonnes conditions, est extraordinairement efficace et surtout 3 avantages. Le premier, c'est que quel que soit le type de cancer que l'on a, on peut la donner en préparation des traitements chimiothérapie classiques et radiothérapie classique. Et elle a 2 avantages remarquables que tout médecin peut vérifier, ou tout pharmacien, ou biologiste, c'est que lorsqu'on prépare les malades avant, eh bien, lorsque cette chimiothérapie est en cours, ils ont moins d'effets secondaires sur les lignées sanguines, ils ont moins d'effets secondaires sur la chimiothérapie, la support, parce qu'ils la tiennent bien, et on a de meilleurs résultats cliniques à long terme. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant commence à être connu, et les gens actuellement peuvent tous le vérifier. N'importe quel médecin qui va avoir un patient, il suffit qu'il vérifie la lignée sanguine et verra un résultat amélioré sur les plaquettes, sur les lignées blanches, etc. Alors, ça commence à être connu, mais l'apithérapie, est-ce que c'est officiel? Quelle est la position, par exemple, du Conseil de l'ordre des médecins, du Conseil de l'ordre des pharmaciens? Je vais répondre pour le Conseil de l'ordre. Actuellement, il n'y a pas de médecine officielle, il n'y a pas de connaissance actuellement d'apithérapie enseignée actuellement en France. C'est le rôle de l'association francophone d'apithérapie de le faire, mais nous le faisons des questions très rigoureuses. Une association donc, qui est parfaitement clairement tenue. Nous avons un conseil scientifique de 25 membres de rang professoral qui contrôle les assertions. Tout ce qu'on dit est vérifiable et nous ne le faisons pas. Et c'est la grande différence avec les apithérapeutes qui s'autoproclament et qui se posent question. Justement, parce que moi j'ai fait le test. J'ai tapé sur les pages jaunes apithérapeute Moselle et j'en ai trouvé 151, avec quand même une petite précision qui était écrite à chaque fois, soins hors cadre réglementé. Eh bien, madame, vous avez répondu à la question. Demain matin, vous êtes menuisier, vous avez 3 ruches chez vous, vous êtes apithérapeute si vous le souhaitez. Personne ne vous contrôle. C'est ça le problème. Et c'est ce qui cause la question fondamentale d'être un peu folklorique, parce qu'il y a du folklore. Il y a 2 apithérapies. Il y a une apithérapie traditionnelle, qui est celle faite par des gens qui s'autoproclament, qui ont une connaissance ancienne, entendue par les grands-parents, c'est respectable, on y apprend des choses, mais une grande vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très sérieux et qui suit des règles très spécifiques de ce qu'on appelle la médecine évidente. On doit retrouver la cause, on doit l'expliquer, on doit reproduire le produit et on doit reproduire aussi les résultats. C'est-à-dire que si mon confrère pharmacien ou médecin qui écoute ce que je dis reproduit les mêmes traitements que je dis, il y a des causes précises, des règlements précis et on a des résultats. Et ils sont reproductibles. Et c'est cette différence-là qui fait qu'on ne peut pas toujours accepter que les gens s'autoproclament. Et il y a des dangers évidents dans des gens qui vont se lancer dans des traitements en disant arrêtez le traitement, faites ceci, faites ça. C'est les gourous, oui, c'est le gros problème. Il n'y a pas de reconnaissance officielle. C'est compliqué pour les gens qui veulent essayer d'avoir un traitement ou un complément de traitement en apithérapie, mais c'est compliqué aussi pour vous qui l'exercez, parce que par exemple en pharmacie, est-ce que c'est légal? Est-ce que vous êtes couvert? Comment ça se passe pour vous? Il n'y a pas réellement pour l'instant, effectivement, au niveau du Conseil de l'ordre, on ne s'est pas penché. Pour l'apithérapie, c'est quelque chose d'assez neuf en pharmacie. Moi, j'ai eu la chance, je me suis intéressé parce que j'étais intéressé par la phytothérapie et quand j'ai lu des cahiers de phytothérapie, et puis je suis tombé sur un article qui m'a passionné qui traitait de tous les produits de la ruche.
où j'ai vu tout de suite effectivement des applications justement en officine par rapport à l'accompagnement des patients cancéreux, par rapport à plein de choses. Et je regarde au bout effectivement de l'article, et je vois Dr Albert Becker. Je me suis dit, mais le Dr Albert Becker, on se connaît, voilà, il habite à quelques kilomètres de chez moi. Je l'ai interpellé et j'ai été effectivement étonné de savoir que déjà il y avait effectivement une association française d'apithérapie, que c'est francophone, c'est à l'international. Et du coup, je me suis dit, si je veux effectivement faire de l'apithérapie, il faut que je me forme. Je ne suis pas apiculteur. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 3-4 ans maintenant. Et donc, je suis allé me former à Lyon sur plusieurs jours. Et je considère que maintenant, je peux, entre parenthèses, me proclamer apithérapeute parce que, comme disait Albert, j'ai connaissance de protocoles. Il y a des protocoles bien établis, etc. Juste un exemple, on a parlé de la propolis. Quelqu'un qui va effectivement vous conseiller de la propolis dans le cadre de l'accompagnement des patients cancéreux, il y a quelque chose qui est très important, c'est dose dépendant. Donc si vous ne donnez pas une quantité suffisante de propolis, on n'aura pas d'action. Et en plus, une quantité d'un produit qui est reproductible, c'est-à-dire que la gélule ou le produit, voilà, comme un médicament, il contient toujours la même quantité d'un produit qu'on appelle les polyphénols, je rentre dans le détail, et selon la quantité de ces polyphénols par kilogramme de poids, vous avez un résultat positif ou pas. Si vous êtes en dessous du résultat, ça ne marche pas. Si vous êtes au-dessus, il n'y a pas de risque toxique à un certain dosage, mais en arrivant au-dessus, il y a effectivement, contrairement à ce qu'on croit, un effet qui n'est pas favorable. Donc il faut se poser la question, et c'est un rôle du médecin ou du thérapeute qui est formé, de bien calculer ses poids, de tenir compte des autres traitements et de tenir compte, dans la chimiothérapie par exemple, il y a des médicaments qui contiennent des métaux lourds, dont l'un qui porte un nom très connu, le cisplatine ou les équivalents de ce type. Eh bien, la propolis va être un effet défavorable parce qu'elle va chélater, c'est-à-dire qu'elle va coller, si vous voulez, ces molécules de métaux lourds qui vont aussi de détoxifier d'ailleurs d'autres personnes qui sont intoxiquées par des métaux pour le plomb, etc. Et vous aurez des résultats qui vont être défavorables. Sur la chimiothérapie, ne va pas être bonne. Inversement, dans certains domaines, la chimiothérapie va être améliorée par le fait de la présence et de la synergie, de l'association complémentaire. Il faut savoir que dans la propolis, il y a des produits chimiques très connus. Il y en a un qui s'appelle le CAPE, je ne rentre pas dans le détail, qui est lui-même un produit qui détruit les cellules cancéreuses, vérifié, connu, en toute petite quantité. Mais l'association des deux multiplie le produit par 3 ou 4. Et donc, vous avez moins de chimio et meilleurs résultats. Et surtout une survie, qui est ça qui compte finalement. On a des patients, moi j'ai une patientèle assez ancienne maintenant, et nous avons des patients qui ont survécu à des doses qui n'auraient pas dû vivre à ce moment-là et qui ont survécu. Donc ça démontre qu'il y a un effet positif. Et les centres Gustave Roussy, par exemple, ou d'autres services y sont intéressés actuellement et nous sommes en train de démontrer que ça fonctionne. Donc, sachant cela, il y a aussi le problème de la qualité. Et là aussi, le pharmacien joue un rôle important. Il faut qu'il délivre des produits qui sont normatés. Et c'est le gros problème des produits apicoles. Actuellement, ils ne sont pas normatés. Alors, pour revenir à la gelée royale, il y a un groupement de producteurs qui s'appelle le GPGR qui produit la gelée royale française de qualité. Il y a des productions d'entreprises en France qui produisent des propolis normatées qui sont là. Mais il faut maintenant amener à ce que dans le monde entier, ces normes sont reconnues. Et c'est le travail qu'on fait actuellement au niveau de l'apithérapie. Mais ça avance. Docteur Becker, j'ai envie de vous demander, vous aussi, parce que vous, votre parcours est plus ancien que le docteur Blajman dans l'apithérapie. Vous êtes médecin généraliste, retraité aujourd'hui, mais vous êtes aussi apiculteur avant d'être apithérapeute. Alors du coup, vous vous êtes lancé dans l'apithérapie, vous y êtes intéressé en tout cas, à quel moment, pourquoi ? Je dirais parce que dans le temps, ma grand-mère, parce qu'on revient à des histoires, parce que l'apithérapie traditionnelle et la moderne se retrouvent quelque part, ma grand-mère avait des ruches. Et donc, je suis un peu tombé dedans, comme on dit. Bon, voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me suis souvenu qu'à l'époque, on soignait les chevaux ou les animaux avec du miel. Et mon premier acte de médecin, entre guillemets, a été d'être vétérinaire avec mon chat. Et j'ai mis du miel à 11 ans sur la patte de mon chat qui était blessé. Et il a guéri. Et ça m'a resté dans l'esprit. Et ensuite, j'ai eu des patients qui sont venus, qui résistaient au traitement habituel. Et je me dis, pourquoi pas ? À l'époque, je faisais l'apithérapie sans le savoir. Nous sommes en 80, 82, 83. Ça n'existait pas. Personne n'en parlait. Ce qui est étonnant dans ce que vous dites tous les deux, c'est que vous avez fait des longues études. Médecine, pharmacie, ça veut dire que à la faculté, à aucun moment, l'apithérapie n'est ne serait-ce qu'abordée ? Non, pas, alors, vraiment à aucun moment. Et ce qui est étonnant, autant, alors on peut comprendre,
moi, je suis passionné aussi par plein d'autres domaines d'homéopathie, etc. Sur l'apithérapie, pourtant, il y a beaucoup de travaux scientifiques. Il y en a de plus en plus, vraiment. Et je pense que bon, il y a certaines choses qui nous opposent, Albert et moi, mais Albert a un esprit très cartésien, moi aussi. Parfois, il me manque un petit peu d'études scientifiques, mais j'ai du mal à comprendre qu'effectivement, pour l'instant, il n'y ait pas d'enseignement parce que. Je vais répondre. Ce n'est pas le cas en France actuellement. Je pense que ça y arrivera. Mais d'autres pays, puisque je suis francophone dans cet esprit-là, par exemple au Maroc où nous allons régulièrement, nous avons là-bas la probabilité de mettre en place, après la thèse, donc une étude postdoctorale, dans 2 facultés au Maroc, une formation complémentaire d'apithérapie, puisque comme vous le savez, dans ces pays, il y a une tradition classique de l'apithérapie du fait de la religion. Et donc, actuellement, c'est un projet qui est très avancé et qui va donc permettre de faire un doctorat, entre guillemets, complémentaire en apithérapie dans un pays qui parle le français. Mais c'est que le début. Et je trouve qu'en 5 ans, ça a beaucoup évolué. Et ceci dit, moi j'ai eu l'occasion de croiser un étudiant en pharmacie qui planche sur le sujet. C'était ce week-end chez vous, en préparant cette émission. Lui, il va vraiment s'impliquer complètement là-dedans. Et en fait, devant la caméra, il a expliqué son projet et ses motivations. Regardez. Donc, je me présente d'abord, je suis Barthélemy Philippe, je suis étudiant en master des sciences pharmaceutiques à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Il m'est demandé en cette première année d'établir un mémoire afin de valider ma diplomation en juillet 2019. Et ce mémoire, je souhaitais le faire sur l'apithérapie. C'est pour cette raison que je me suis présenté à M. Becker Albert. Donc, je suis apiculteur déjà depuis 3 ans. Je recherche là-dedans déjà un loisir tout d'abord, et ensuite je m'intéressais aux produits de la ruche et leurs effets sur l'organisme et leur place dans l'arsenal thérapeutique moderne. À quoi servent les produits de la ruche actuellement, qu'est-ce qu'on peut en faire. Mes grands-parents l'utilisaient déjà, notamment le miel pour tout ce qui est la cicatrisation, pour ses propriétés antibactériennes. Maintenant, avec M. Becker, nous allons étudier ensemble, ou du moins je vais faire les recherches sur la propolis et ses différentes propriétés pharmaceutiques, notamment dans les affections bucco-pharyngées. Alors il dit beaucoup de choses, cet étudiant, mais de manière très synthétique. Il parle de remèdes de grand-mère et puis en même temps de médecine moderne. Alors pour vous, l'apithérapie, est-ce que c'est encore malgré tout un remède de grand-mère ou c'est vraiment une composante à part entière de la médecine moderne? C'est vraiment une composante à part entière, parce que je voulais alimenter, on parlait justement, on disait que c'était pas encore tellement effectivement enseigné ou quoi que ce soit. Malgré tout, il faut savoir que dans certains hôpitaux, il y a des protocoles justement autour du miel pour les plaies, parce qu'il parlait justement de son chat, et maintenant on traite beaucoup de plaies justement à partir de ces produits. Et on a évolué, parce que évidemment on n'en est pas resté à un petit peu de miel. Évidemment, vous imaginez bien dans un hôpital, on ne va pas rester avec son pot de miel. Donc on a développé des produits à partir du miel, des pansements vraiment spécifiques, etc. Donc nous sommes un peu à l'origine du programme. La faille précurseur. Voilà. Si vous voulez pas bien compléter les choses, effectivement, il y a 4 ou 5 ans en arrière, il n'y avait aucun traitement au miel dans aucun hôpital, clair et net. Pourtant, l'apithérapie, c'est vieux comme le monde. Attendez, mais il y avait un problème. Il y a un problème tout simple qui est arrivé, la résistance progressive de tous les germes à différents produits qui sont largement utilisés, les antibiotiques. Et il se trouve que les gens, moi et d'autres, nous avons fait cela, et nous avons publié des articles publicitaires pour expliquer. Finalement, de fil en aiguille, les collègues s'y sont mis, et nous avons actuellement dans nos formations un nombre conséquent d'hôpitaux qui viennent envoyer leur spécialité, soit des médecins, soit les médecins et les infirmières, et qui viennent se former chez nous à Lyon. Il peut en être témoin à l'époque, et d'aujourd'hui ça s'aggrave, ça s'améliore, je veux dire, il y a plus de gens qui viennent, et nous avons de plus en plus de services spécialisés qui se posent des questions. Alors un exemple très connu, à Bordeaux, la chirurgie maxillofaciale est faite, par exemple, pour la partie des traitements uniquement avec du miel. Certains services spécialisés en cancérologie s'y mettent. Les traitements des canules, les anomalies qui existent. Tout ça, c'est le début. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, la formation principale, c'est de montrer
complémentarité entre la médecine, que vous dites tout à l'heure, traditionnelle, d'en tirer la substantifique moelle et de récupérer ce qui est utile. Et alors, il faut éliminer ce qui sont des croyances et garder ce qui est exact. Et c'est tout le boulot de l'apithérapie, et c'est tout le boulot de l'Association francophone d'apithérapie, de son conseil scientifique et des expériences que nous retirons, à la fois des praticiens comme lui qui vont produire et avoir des résultats. Ils vont me dire, j'utilisais tel produit, par exemple pour les vaginites, ont utilisé cette maladie d'infection avec des ovules à la propolis, qui existe sur le marché depuis peu. Eh bien, ces résultats sont tellement spectaculaires et tellement pratiques que ça élimine, par exemple, chez des patients, des problèmes d'utilisation. Est-ce que j'ai une schmicose, est-ce que j'en ai pas une? Eh bien voilà, le résultat, on met ce produit dedans, il marche surtout et il respecte la flore. Et ça, c'est démontré par des travaux, etc., etc. Alors du coup, et ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Vous, docteur Becker, vous voyez comment, dans l'avenir, l'utilisation des différents produits de la ruche dans la médecine de demain, on va dire? Alors, je vais répondre très largement. Je n'en ai pas parlé de venin. Les dérivés du venin sont des produits très intéressants pour certaines maladies neurologiques. Pas pour la sclérose en plaques comme on le croit, mais pour d'autres maladies. Des fragments. Et c'est la fragmentation de ces produits du venin qui va apporter des résultats. Le venin en lui-même a un intérêt, mais il est toxique. Par contre, si on prend certains fragments et qu'on les utilise pour la maladie de Parkinson, pour ne pas la nommer, et d'autres, on a des résultats très intéressants en cours actuellement d'exploration dans les services du CNRS, pour donner un exemple. D'autres exemples sont connus, c'est également tout ce qui touche à la génétique. On a parlé de médecine. Il y a aussi un élément, on parle de la gelée royale, eh bien, elle se transforme. Et la médecine épigénomique, c'est un mot que vous avez entendu parler une fois, c'est une médecine qui permet de changer la situation d'une cellule, de faire lire certains éléments du gène et pas d'autres. Eh bien ça, c'est une médecine d'avenir qui vient de l'apithérapie. D'autres éléments qui sont connus, tout à l'heure on parlait de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on commence à comprendre aujourd'hui que le microbiote, c'est-à-dire que les germes qui se trouvent dans l'intestin, sont cause probablement et des scléroses en plaques et de certaines pathologies sévères et d'évolutivité dangereuse. Eh bien si on corrige l'intestin et qu'on change l'alimentation, et là le rôle du conseil du pharmacien est essentiel, associé avec des traitements bien adaptés au point de vue des germes, y compris les germes fécaux qu'on va récupérer chez l'humain pour les mettre dedans. Tradition que ma grand-mère utilisait déjà il y a un siècle, eh bien, c'est des questions qui reviennent au coup du jour et qui permettent d'imaginer que dans les années à venir, non seulement le miel est devenu le traitement principe des brûlures, des premiers et deuxième degrés d'après l'OMS, le traitement spécifique de la toux, chez l'enfant de moins de 4 ans, l'obligation légale qu'on a actuellement de ne plus prescrire de sirop à base de codéine, c'est remplacé par les sirops à base de miel. Tradition ancienne. Et ensuite, tous les autres éléments, les brûlures, les traitements des plaies, les limitations de ces infections, y compris des cathéters qui seront non infectants parce qu'ils auront mis du miel dessus, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qui sont en train de cours, je ne peux pas tout vous dire. Les travaux actuellement avec l'industrie pharmaceutique sont largement engagés. En tout cas, l'avenir s'annonce royal. Bien. Et vous le voyez comment alors? Parce que finalement, je me rends compte que pour les téléspectateurs, ils se disent, ah bah oui, effectivement, on a parlé beaucoup de la cancéro, on a parlé effectivement de maladies. Et c'est vrai que dans la bobologie, dans les petites maladies courantes, effectivement, moi je l'utilise abondamment, on en parlait, voilà, donc on a des produits en ovules, on a des produits, effectivement, des sirops à base de propolis. Chaque fois, par exemple, qu'on se pose la question, est-ce que, vous vous dites, là c'est infectieux, il aurait peut-être besoin d'une prescription d'antibiotiques ou quoi que ce soit, on se dit, voilà, là je peux donner de la propolis c'est un antiviral, un antiparasitaire, un antifongique, donc on n'a pas besoin finalement de se poser la question, un anti-inflammatoire, on peut le donner, vous voyez. Et les patients, les clients sont réceptifs, je peux vous dire que non, personne ne tique, il y a vraiment des retours. Je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, et je suis là-dessus, c'est mon dada, c'est effectivement la qualité du produit. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que moi, par exemple, donc, je ne suis pas apiculteur, mais je fais du métayage, c'est-à-dire que j'ai sympathisé au sein de l'association francophone d'apithérapie avec un apiculteur de Touraine, malheureusement, parce que c'est un cahier des charges qui est rigoureux. Donc, il me fournit les produits, et si vous voulez, moi, quand j'ai ces produits, je les fais analyser. Au CETAM, il y a un laboratoire effectivement qui permet d'analyser effectivement ce produit. Et donc mon miel, je vois qu'il est effectivement, je sais exactement à base de quel pollen en majorité il y a, s'il n'a pas trop de sucre, s'il n'est pas trop humide, s'il n'y a pas de toxicité, la propolis, s'il n'y a pas de métaux lourds. Et je crois que ça c'est important parce que finalement, si je me mets à la place du consommateur, vous allez sur des marchés, vous trouvez tout ce que vous voulez. Mais on n'a pas les analyses, on n'est pas sûr. Voilà. Et donc demain, ça va se développer encore plus pour vous? Je pense que ça va se développer et qu'il va y avoir obligatoirement une recherche d'une qualité du produit. De toute façon, il y a des réglementations qui sont là. Il faut qu'on se tourne vers la recherche de la qualité du produit. Parce que moi, je trouve ça dommage. Vous avez parlé effectivement de trésor de santé.
Et c'est vrai que moi, c'est un peu la démarche qui m'a fait. Je me suis dit, mince, tout le monde me parle du miel. Moi, je suis acheté du miel ici, j'ai acheté du miel là-bas. Et maintenant, je suis beaucoup plus. Je regarde un petit peu, je vais voir comment c'est fait, etc. Et parfois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de cahier des charges, c'est pas fait dans de bonnes conditions. Et je me dis, finalement, la personne, elle pense avoir un produit de santé et elle n'a pas ce produit de santé. Mais c'est bien parce qu'au fur et à mesure que ça se développe, ça va sans doute être un peu plus cadré. Il y a des cahiers des charges qui sont apparus, etc. Il existe des cahiers des charges. C'est dans notre association, une des objectifs qu'on a. On a aussi des apiculteurs qui viennent se former chez nous. Et l'objectif principal, c'est de leur fabriquer des produits de bonne qualité. Et la différence qu'il y a entre la bonne qualité, alors on parle de produits bio, tous les miels sont bio, mais il y a aussi des anomalies et des erreurs qui sont commises sur l'appréciation, l'utilisation de certains produits chimiques qui ne doivent pas être utilisés dans la ruche, sur la qualité de ces produits et sur la façon de les récolter, ce qui est très 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 important. Et là aussi, un des objectifs, c'est nous formons actuellement en moyenne 40 à 50 apiculteurs par an actuellement, donc maintenant on fait 5 ans, on fait 200, 300, on commence à avoir un groupe important et ça permet d'alimenter les services spécialisés et d'avoir des produits de qualité. Et les pansements des miels, qui est aussi le problème des importations des miels, parce qu'on a oublié une chose, le miel est très fragile. On ne le garde pas longtemps, il ne se bonifie pas avec l'âge. Et au contraire de ça, il est très sensible à la température, à la lumière. Et cette anomalie. Il faut être vigilant au produit. Je suis désolée, je vous coupe parce que c'est la fin de cette émission. Vous aviez déjà dit votre mot de la fin, docteur Becker. Mais comme le répéter, c'est quelque chose de très très important. Bon produit, bonne qualité, bon résultat. Et bien voilà, bon produit, bonne qualité, bon résultat. Ce sera le mot de la fin pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation. Et quant à vous, demain, vous avez rendez-vous avec Flora dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous. À bientôt.